Depuis Izmir, on gère toute la côte hygiène au bord de la mer. Souvent, par exemple, c'est le mois de la francophonie. Ils accueillent aussi plein d'événements. Vous allez voir dehors, il y a un événement affiche ton français. La semaine dernière, ils ont organisé un concours de belle prononciation. C'était super bien. C'est-à-dire les gens concouraient pour prononcer le mieux possible. Donc nous, on était le jury. Ici, on fait beaucoup de jury. C'était très sympa. Voilà, ils organisent des choses pour mettre en valeur la langue française. C'est pendant le mois de la francophonie, mais aussi toute l'année, on va dire. Et du coup, il y a des demandes dans d'autres villes. Donc, comment est-ce qu'on peut, à part les cours online qui fonctionnent assez bien, mais ça reste des cours online, comment est-ce qu'on peut atteindre aussi des gens qui sont dans la région égéenne, plus que dans l'Izmir, en mettant en place un cours délocalisé, plusieurs. Voilà. Donc ça, on y travaille un peu tout le temps. Donc là, c'est l'exposition Koal qui a commencé en février. Et du coup, on a créé, là on n'a pas le temps, mais tout à l'heure, si vous avez 13 minutes devant vous, on vous recommande d'écouter. On a conçu une visite sonore pour que les gens puissent visiter tout seuls l'exposition. Puisqu'évidemment, même s'il y a beaucoup de monde et même s'il y a beaucoup de gens, on n'a pas toujours quelqu'un dans la salle d'exposition pour faire la visite. Donc on a demandé aux commissaires d'exposition, qui sont les deux commissaires du prix Koal. Je ne sais pas si vous connaissez ce prix, qui est un prix qui est remis à l'international pour des artistes qui ont travaillé sur l'écologie. Et en mai dernier, ils ont fêté leurs 15 ans en faisant une grande exposition avec 50 artistes qui avaient reçu le prix à la Gaîté Lyrique au mois de mai dernier. C'est une exposition qui a duré 2 mois et qui a aussi fait beaucoup parler du prix. Et du coup, on a invité l'exposition Koal pour aussi marquer notre engagement sur les questions écologiques et qu'ils puissent être avec nous aussi des partenaires pour les futurs projets, dont on reparlera après. Et du coup, la visite sonore, pour un petit détail, donc c'est elles qui ont enregistré une présentation des anecdotes sur... il y a une sélection de 12 artistes qui ont reçu le prix et qui ont eu un travail marquant sur les questions écologiques. Et on a traduit la visite sonore en intelligence artificielle pour qu'elle parle en turc. C'était un test parce que Damla aurait évidemment pu le faire en turc, mais ça nous a permis de tester aussi si l'IA pouvait nous aider à faire ce genre de... Comme on est beaucoup sur, vous avez vu la radio, les capsules sonores et comment est-ce qu'on peut travailler le son dans les 2 langues, c'est-à-dire d'avoir des objets traduits. Donc, effectivement, ça fonctionne, les gens sont très contents d'avoir une présentation en turc. Bon, Damla trouve que c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Voilà. Et après, on a aussi un QR code pour la traduction. L'exposition, tous les cartels sont en français. Et l'équipe, j'allais en particulier, traduit les cartels de présentation. Et donc, avec un QR code et donc un smartphone, on peut avoir toute la traduction de l'exposition en turc. Peut-être qu'on peut quand même présenter Damla aussi. Les autres, ils ont raconté ce qu'ils font en 5 minutes. En 5 minutes, je veux faire 3 minutes. 3 minutes. Qui tu es et d'où tu viens. Comment tu es arrivé à l'Institut français. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais comme travail à l'Institut? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Damla. Mon nom s'écrit sur la bouteille d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire goutte d'eau. C'est à cause de ça s'écrit. Donc, je travaille à l'Institut il y a 1 année et demie. Et nous faisons pas mal de choses dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la musique, des arts visuels, dans beaucoup de domaines en fait. J'ai étudié la sociologie dans une université francophone, c'est où j'ai appris le français. Qui s'appelle Galatasaray. C'est une très bonne université, pas très reconnue. Après, j'ai fait mon master en études culturelles. Elle était où l'université? À Istanbul. Ah, ok. Oui. Merci.
vous avez d'autres questions pour Damien? Sur le choix des artistes programmés, c'est vous qui choisissez Pas nécessairement. En fait, nous choisissons ensemble avec la direction. Ce que nous faisons attention, c'est de programmer des femmes peut-être, par exemple. Parce que nous avons fait un exercice sur l'année dernière, combien des artistes nous avons programmé, combien de femmes. Nous avons programmé beaucoup d'artistes l'année dernière, donc on essaie de changer ça. Voilà. Donc, évidemment, oui, le sujet des femmes en Turquie est encore un des sujets que la diplomatie française peut porter, assumer fortement. On a eu un sujet là, il n'y a pas longtemps d'une exposition au mois de mai avec des corps nus que la France ne nous a pas autorisé à diffuser. Voilà, on peut en parler si vous voulez. C'était pas... Donc on a programmé ces corps nus dans une galerie privée à Izmir et on aura nous une partie de l'exposition avec seulement des bras et des jambes. Ça, on a dit que c'était OK. C'est la France qui vous a interdit de faire? Voilà, c'est l'ambassadrice au sens de la diplomatie, c'est-à-dire pour ne pas avoir des sujets qui puissent être des modes de... qui puissent, comment dire ça, heurter, être utilisés contre nous, puisque effectivement la relation diplomatique entre la France et la Turquie est très tendue, notamment depuis l'été dernier où ils s'en sont pris au programme éducatif français qui est enseigné, nous un peu au CNED, mais pas trop, mais surtout dans les lycées français de Istanbul et Ankara. Globalement, le gouvernement turc ne veut plus qu'on enseigne ce programme en Turquie, puisqu'il évoque le génocide arménien et les transitions de genre qui sont interdites par le gouvernement turc. Donc, ils ne veulent plus, en tout cas, que les Turcs puissent accéder au lycée français. Et comme dans la plupart des pays du monde, les lycées français sont à 75% des locaux, ce qui veut dire, si on enlève les Turcs, que les lycées français meurent. Et donc, évidemment, la relation diplomatique est tendue. Et pas que, c'est-à-dire que le positionnement très traditionnel, on va dire, du gouvernement par rapport au positionnement de l'État français est extrêmement fragile. Donc nous, en tant que diplomates, on doit agir, en tout cas, en conscience de ce contexte très fragile et faire des propositions qui sont le plus positives possible. Donc dans la programmation, ça peut nous complexifier la tâche, c'est-à-dire évidemment peut-être de toute façon programmer, c'est pas forcément partager ce que nous on aime, mais c'est répondre aussi à un contexte, à un besoin, à une envie, avoir une connaissance en tout cas du contexte dans lequel on s'inscrit. Donc là, on doit en plus programmer des choses qui ne puissent pas être retournées contre la France, même si très généralement, l'Institut français de Turquie, on soutient essentiellement des partenaires dans l'Institut et au-delà de l'Institut qui ne sont pas, par exemple, soutenus par le ministère de la Culture turc. Ça veut dire qu'on soutient des gens qui ne le sont pas. Et aussi, on a normalement, dans la plupart des pays, mais aussi en Turquie, un espace de liberté d'expression qui est plus fort. Ça veut dire, par exemple, la semaine prochaine, on a une conférence sur l'accord bilatéral de main-d'œuvre entre la France et la Turquie, c'est-à-dire des échanges. Il y a eu 600 000 Turcs qui sont allés travailler en France à la demande de la France. Et 60 ans plus tard, qu'est-ce que ça peut bien raconter? Ces sujets politiques qui sont traités, ils ne peuvent pas être traités dans les universités. Donc les universitaires viennent faire les conférences, comme ce soir sur la Révolution turque, beaucoup plus facilement dans l'Institut français que dans les universités, pour lesquelles ils doivent avoir des autorisations pour tout. Et ce n'est pas le cas ici. Ici, on accueille dans les festivals de cinéma, on accueille plus de 15 festivals par an, un festival du film de réfugiés, on accueille un festival du film des droits humains, on accueille un festival, voilà, des festivals qui ne pourraient pas avoir lieu ailleurs qu'à l'Institut français de Turquie. À Izmir, on est le seul cinéma indépendant avec un autre qui s'appelle Karaca Cinéma, pour lequel on est en partenariat d'ailleurs cette semaine sur le festival du film francophone. Mais sinon, les
l'écosystème est quand même, c'est-à-dire le rôle de l'Institut français d'Izmir a vraiment une place particulière. Vous l'avez vu hier dans les rencontres, c'est-à-dire tous ceux qui agissent sur le territoire d'Izmir ont un lien fort avec l'Institut français qui les a souvent aidés à des moments déterminants de leur structuration de projet. Donc on essaye d'assumer ce rôle avec Damla, on y réfléchit, on en débat parfois aussi sur, peut-être nous en tant que jeunes femmes, on voudrait encore plus l'expression de la France dans ce positionnement, mais évidemment on participe à un contexte diplomatique qui doit rester bienveillant et harmonieux. Peut-être parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Toi, tu travailles avec du coup l'ensemble de la diplomatique française présente en Turquie, et donc au-dessus de toi, il y a les conseillers d'ambassadrices, donc on appelle ça l'équipe France, donc nous on est des expatriés alors que tous les autres sont des contrats locaux qui travaillent en Turquie dans la durée, donc c'est aussi une des particularités, c'est-à-dire ils connaissent beaucoup mieux la Turquie que nous, ils parlent turc, ils resteront bien plus longtemps que nous, on vient pour 2 ans ou 4 ans maximum. Et on tourne. Alors pourquoi la diplomatie tourne, ça il y a des très bons côtés à ça et puis aussi des mauvais pour ça veut dire que bon, en fait moi globalement je trouve ça plutôt positif qu'on tourne dans le sens où on apporte toujours quelque chose de nouveau, des réflexions nouvelles, on laisse pas s'ancrer des habitudes qui peuvent être plus ou moins positives. Bon bref. Donc, effectivement, on travaille avec 3 antennes. Donc, on est 3 attachés culturels, directeurs délégués des antennes à Istanbul, Ankara, Izmir. Nous, on se voit toutes les semaines, on discute de la programmation et le plus possible de ce qu'on peut faire ensemble. C'est-à-dire les 3 antennes, notamment pour des raisons écologiques, c'est-à-dire d'essayer d'éviter ce qui se faisait énormément dans tous les instituts français du monde, c'est-à-dire d'inviter un Français pour venir un jour faire une conférence et partir, ou un concert, ou un truc. Et ça, on essaye en Turquie, en tout cas depuis que moi je suis là, de les faire rester au moins 8 jours, c'est-à-dire 2 jours à Istanbul, 2 jours à Ankara, 2 jours à Izmir. C'est un peu fatigant, surtout à partir de 55 ans. On en a fatigué quelques-uns ces dernières semaines, mais on pense que c'est nécessaire, en tout cas nous on a envie de faire ça, et si possible, vous verrez dans les projets qu'on développe, on essaye de travailler beaucoup plus sur la durée, la longueur, c'est-à-dire accueillir des artistes pour une durée plus longue, de rentrer plus en profondeur dans la rencontre avec la culture turque, donc rester par exemple 2 mois, donc ça veut dire programme de résidence, dispositif spécifique, et de manière générale de rendre tous nos projets, donc, vous l'avez vu, on en a déjà un peu discuté, mais en tout cas tous les Français qu'on accueille, et vous y compris hier, on essaie de les faire rencontrer des opérateurs turcs. Maintenant, on est beaucoup plus sur un positionnement de la diplomatie, sur la coopération culturelle, le dialogue interculturel, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus agir à créer des liens entre des acteurs français et des acteurs turcs qui puissent rester au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire que souvent on fait se rencontrer, comme là les radios dont je vous ai parlé, on les fait se rencontrer et après on souhaite qu'ils puissent entretenir des relations, continuer des projets. C'est-à-dire on est souvent le connecteur d'acteurs et de projets sur le territoire d'Izmir et de la région égéenne. Et après, on soutient, on veille à construire avec eux des perspectives plus durables. Et donc la question de la matinée, de dire comment est-ce qu'à travers, là par exemple, on va travailler sur 3 projets que vous avez regardés et que les professeurs ont préparé, de dire un projet hip-hop, c'est-à-dire par exemple la culture underground, donc n'est pas du tout identifiée ou structurée en Turquie. On invite un chorégraphe du Centre chorégraphique national de Rennes, qui est un des seuls collectifs hip-hop qui a été nommé à la tête d'un centre chorégraphique national, et en plus de manière collective, il se trouve que c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps et qui ont fait bouger un peu la question des labels dans la scène chorégraphique. Donc, on invite un collectif de hip-hop à venir en Turquie pour travailler avec nous, notamment à la question du repérage et de l'identification des danseurs hip-hop en Turquie, puisqu'en fait, nous, on n'a pas vraiment la capacité de les connaître. On ne peut pas, même si on est généraliste, on ne peut pas connaître tous les danseurs hip-hop de Turquie. Et alors que les danseurs hip-hop eux-mêmes, ils sont beaucoup plus connectés par des systèmes de réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, ce collectif de Rennes, en
24 heures, il a pu me donner 25 noms de danseurs hip-hop en Turquie que j'aurais jamais pu trouver par moi-même. Et du coup, ils viennent. Donc là, on a demandé un financement, une subvention pour qu'ils viennent sur 3 périodes dans l'année 2025. Une fois pour le repérage, une fois pour les parties workshop dans la région d'Izmir, et une fois pour participer aussi sur une forme de workshop à un festival à Istanbul. Et du coup, de ça doit sortir des perspectives méditerranéennes, puisque donc l'année prochaine, on va célébrer la saison de la France Méditerranée. Donc la plupart des projets aussi qu'on a lancés cette année peuvent aboutir à des créations ou productions pour l'année 2026. Mais en tout cas, sur 2025, on est sur des expérimentations, des lancements, des tests. Donc vous allez travailler sur ce projet de hip-hop. Et ce sujet-là, des cultures urbaines, si je dis pas de bêtises, c'est l'ambassadrice qui te l'a aussi suggéré dans la feuille de route comme sujet à faire émerger un peu. C'est bien dit, parce que l'ambassadrice ne connaît évidemment absolument rien du hip-hop. L'ambassadrice est violoncelliste, elle n'aime que la musique classique. Voilà. Et donc, évidemment, elle n'a pas demandé le hip-hop, mais elle a organisé un comité d'orientation stratégique avec l'équipe France au mois de novembre dernier. Quand on fait un comité d'orientation stratégique, on invite aussi des gens du ministère à Paris qui apportent aussi des orientations qui nous viennent de Paris et que du coup l'ambassadrice doit mettre en œuvre. Et de ce comité d'orientation stratégique est sortie la question de la jeunesse urbaine, de la Méditerranée évidemment, et des réseaux d'alumni qui sont les anciens élèves des universités et des lycées francophones, et comment est-ce qu'ils deviennent de sorte d'ambassadeurs pour le réseau français en Turquie. Donc cette question de la jeunesse urbaine, pour nous en tout cas, on en a fait une lecture avec Damla sur ces questions du hip-hop, sur les questions d'écologie, sur les questions de radio. On a un peu pris ce sujet en avant, même si la question de la Méditerranée est aussi très présente. Du coup, le deuxième projet sur lequel vous allez travailler, c'est justement un nouveau programme de résidence qu'on veut implanter à partir de cet été, qui regrouperait des artistes qui travaillent sur des questions d'écologie liées à la mer Méditerranée. Parce que l'année dernière, notamment en Turquie, on avait fait un cycle. Moi, je suis arrivée en septembre, c'était la fin. C'était un cycle de débat d'idées très scientifique qui s'appelait La mer sous pression et qui invitait des biologistes, etc., à analyser les questions d'impact climatique sur la mer, c'est-à-dire l'augmentation de la température, la transformation de la faune et de la flore dans la mer, tout ce que ça pouvait raconter et qui arrivera un jour de l'autre côté de la Méditerranée en termes de transition écologique. Donc on a pris un peu la continuité de ce cycle, la mer sous pression, qui était une entrée assez anxiogène et scientifique, pour en faire un projet de résidence d'artistes sur des bateaux, ou en tout cas tout au long de la côte égéenne, avec un accès à des bateaux. Et tous ces artistes, donc cette année Marseille, en tout cas France-Turquie, et à partir de 2026 éventuellement avec d'autres pays de la Méditerranée qui regrouperaient des artistes de toute la Méditerranée qui travaillent sur les questions écologiques pour venir sur une durée plus longue de 2 mois en Turquie. Et le troisième projet, c'est une rencontre qu'on a fait grâce à Nathalie, que vous avez rencontrée hier, avec un photographe français qui a fait un reportage documentaire photographique sur une autre association avec laquelle travaille Nathalie, qui est une association d'Afro-Turcs de Izmir, qui est aussi parce que Izmir est une ville peut-être plus moderne, progressiste. En tout cas, c'est à Izmir qu'existe la seule association afro-turque, alors qu'il y a eu beaucoup d'Africains, en tout cas dans l'histoire de l'Empire ottoman, qui ont eu d'ailleurs une place qui était beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'il y avait dans l'Empire ottoman un certain nombre d'Afro-Turcs qui étaient très intégrés, qui ne sont pas... Donc en tout cas, ça nous a intéressé de rencontrer cette association, ce travail. Du coup, on a au début prévu de faire une exposition en septembre-octobre. Et puis on a compris que cette association afro-turque, elle célébrait la fête du veau en Turquie, qui se dit Dana Bayrami, et qui est en fait une parade dans l'espace public, assez rituelle, avec un certain nombre de... C'était une fête qui était célébrée du temps de l'Empire ottoman. Et du coup, on a commencé un lien avec la Cité des Arts de la Rue à Marseille, qui a une formation notamment pour les arts dans l'espace public,
pour inviter un artiste qui s'appelle Julien Marchesso, qui travaille spécifiquement sur les rituels. Il a beaucoup travaillé en Haïti ou dans d'autres pays. Et du coup, qui viennent avec nous dès cette année pour la célébration de la fête du veau. Peut-être travailler un sorte de workshop, en tout cas, et préparer une création à partir de ce rituel pour l'année prochaine. Donc ça, c'est des projets qui sont encore en cours pour nous. Par exemple, Denise Villalarie, il faut qu'on termine là, pour le mois d'avril. On n'a pas terminé encore parce qu'on a essayé de rassembler un grand nombre de partenaires autour de ce projet. Le hip-hop, pareil, on part d'une page blanche. Donc même si ça va bientôt arriver à mai, juin, octobre, on est encore en écriture de ces projets. Donc c'est aussi super intéressant d'avoir votre retour, vos réflexions, vos interrogations sur comment est-ce qu'on met en œuvre des actions autour de ça, comment est-ce qu'on se projette dans le temps autour de ces projets. Et voilà, vous avez 2 heures. Peut-être on fait les 3 groupes, on se donne 1 heure, vous travaillez, avec Damien on tourne si vous avez des questions ou des choses comme ça, vous nous demandez, nous on ne sait pas tout, mais on peut répondre à ce qu'on sait. Et en tout cas, l'idée, c'est que peut-être dans 1 heure, vous faites une petite présentation, proposition, idée, ce que les profs veulent faire. Et vous êtes chacun avec un prof. Mais bon, en soi, c'est un petit événement qui soit collectif, qui soit venu à la tête d'un CCM. C'est ça, et là ça s'est un peu stabilisé, et du coup, parmi les artistes qui va faire celui qui travaille beaucoup sur la relation avec les danseurs amateurs ou autodidactes, enfin même des gens qui ne dansent pas à la base, et qui fait là je crois que ces 2 dernières pièces à Bachar témoin, c'est des grosses productions avec une petite équipe de pro mais énormément d'amateurs. Il y a des villes, par exemple en Tunisie, où ils ont reconstitué des faux traditionnels pour laisser en fait, les anciens continents évoluer en déshérence. Et donc, en fait, quand on passe de l'un à l'autre, au contraire, c'est fou. Donc, il y a cette dimension. Regardez dans son Instagram, il y a Alors, le projet sur lequel nous avons travaillé, c'est celui du projet de danse urbaine en collaboration avec le CCM de Rennes et de Bretagne et les différents partenaires de danse hip-hop de Turquie et notamment des villes d'Izmir, Istanbul et peut-être d'Ankara. Le principal partenaire du projet, du coup, c'est le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne qui est dirigé par le collectif FAIR, qui est un collectif de hip-hop. C'est le premier centre chorégraphique national à être dirigé par un collectif et en plus par des gens qui font du hip-hop. Et comme vous le savez, une discipline qui n'était pas particulièrement institutionnalisée jusqu'à maintenant, qui commence à l'être en France. Et le chorégraphe qui a été choisi pour le projet, c'est Saïd Olezou, qui est un chorégraphe qui travaille beaucoup sur la question d'être autodidacte en hip-hop et qui travaille aussi beaucoup avec des danseurs amateurs. Et qui fait notamment ces 2 dernières créations, Abache et Témoin, sont des grandes créations avec énormément de danseurs, quand c'est possible, surtout des danseurs professionnels mais autodidactes. Et l'idée du projet, c'est donc de faire venir Saïd Olezou pour faire plusieurs laboratoires avec des danseurs de hip-hop turcs, du coup les faire se rencontrer, faire une première étape de repérage dans plusieurs villes, de rencontrer les partenaires locaux, puisqu'il existe déjà des structures de hip-hop en Turquie, des festivals, des écoles de danse, et aussi un réseau qu'on a vu qui s'appelle Move, qui est un réseau méditerranéen de danseurs. Donc l'idée serait de faire rencontrer ces acteurs-là et ensuite d'organiser avec Saïd Olezou 2-3 laboratoires, donc des workshops avec des danseurs, et ensuite de peut-être organiser une restitution, soit à des professionnels, soit au grand public, à l'issue de ces workshops. Et donc on s'est dit qu'il fallait déjà que ce soit un projet durable avant tout et qui inclut les populations parce que les projets artistiques sont souvent vus par une certaine catégorie de personnes qui est déjà sensibilisée un minimum, qui a certaines conditions et dont les priorités sont différentes. Et on sait aussi que la pollution, elle provient et elle impacte principalement les populations qui sont plus pauvres. Et donc que c'est ces populations-là qu'il faut essayer d'inclure sans leur imposer quelque chose. C'était notre constat de base et ce qu'on voulait un peu suivre comme ligne directrice dans la montée d'un projet. Quelques précisions. L'idée, en fait, on s'est dit que justement, en fait, on pouvait, par
les artistes justement pouvoir contribuer à ça et à mettre, parce que dans une image, donc, avoir un dispositif qui soit périn, qui puisse impliquer les populations, les concerner et éventuellement même avoir un aspect utilitaire sur les territoires, en tout cas sur lesquels ce projet pourrait s'inscrire. Et donc on a pensé à le bateau. Le bateau à voile, ouais, qui serait du coup il n'y aurait pas de pollution. Et donc c'est un bateau comme transport, une galerie, c'est un lieu d'hébergement pour ces artistes et un atelier. Donc ça serait le médium. Et sur un temps plus long, on a pensé à 1 an de résidence. Un truc, c'est aussi on a décidé que c'était un peu contraire de faire venir les artistes en avion, alors qu'on essaye de prendre des artistes qui sont autour de la Méditerranée et que donc ce système de voilier, grand voilier, qui peut faire aussi logement, dans lequel les artistes vivent et qui sont un peu un lieu collaboratif, peut permettre déjà de réduire les coûts, de réduire la pollution liée à l'avion et je sais pas, de commencer le projet en fait dès le début et pas de juste dire venez on fait un projet ici, mais de vraiment l'impliquer. Et aussi que ce bateau pouvait être, voilà, c'est un lieu de vie, c'est le moyen de transport pour éventuellement étendre le projet sur d'autres endroits et circuler sur tout le littoral. Parce qu'il y a quand même, on a vu, 1333 km de littoral en Turquie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de nous présenter. Moi, c'est Nour et mes chers amis Soudé et Jeyda. On fait partie du département de l'enseignement du français de Dokuzeyli. Aujourd'hui, on va vous parler non seulement de notre département, mais aussi notre ville, Izmir, un lieu où la modernité et les traditions se rencontrent. Les universités publiques d'Izmir, l'Université Ege est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses universités de Turquie et Université de technologie d'Izmir. Elle est connue pour ses recherches innovatives et son environnement académique moderne. L'Université İzmir Katip Çelebi, elle est reconnue pour son approche moderne. L'Université Bakırçay, elle propose une grande variété de programmes dans des domaines académiques diversifiés. Et les universités privées d'Izmir, l'Université de Yaşar est une autre université privée qui est bien connue pour ses programmes dans les domaines de l'art, de la communication, du design, du droit et des affaires. L'Université d'économie d'Izmir, connue pour son accent sur l'économie, les affaires et les sciences sociales. Et voilà, notre université, l'Université Dokuzeyli, fondée en 1982 à Izmir. Aujourd'hui, elle compte 18 facultés, 10 instituts, des écoles, 6 écoles professionnelles et un conservatoire. Il propose 475 programmes de 3e cycle, 126 de licence et 66 de nouveaux associés. Elle a obtenu le statut d'université de recherche en 2020 et le certificat d'accréditation institutionnelle en 2022. L'université participe activement au programme Erasmus+ et Mevlana, possède les labels ECTS et supplément au diplôme et collabore avec 68 institutions internationales. En 2023, DU accueille environ 69 000 étudiants, dont plus de 4 600 internationaux venant de 105 pays. L'art à l'Université de Dokuzeyli. La faculté des beaux-arts de l'Université de Dokuzeyli, fondée en 1975, comme la première faculté des beaux-arts en Turquie, a servi de modèle à de nombreuses institutions similaires grâce à sa structure originale réunissant différentes disciplines artistiques sous un même toit. Elle continue de former des artistes et des universitaires reconnus au niveau national et international, dont les œuvres ont été primées dans des concours et évaluations nationaux et internationaux.
Notre formation ne se limite pas seulement à l'enseignement de la langue française, mais inclut également une solide formation pédagogique. D'ailleurs, une évolution importante a été mise en place récemment. En plus de cours de français, nos cours pédagogiques sont désormais dispensés en français, ce qui nous permet d'acquérir une meilleure immersion linguistique et professionnelle. Dans le cadre d'Erasmus, notre département a établi des accords Erasmus avec plusieurs universités françaises. Ces partenariats renforcent l'importance du français et de la francophonie dans notre parcours académique. Nous sommes fiers de nos activités qui renforcent non seulement notre formation académique, mais aussi notre engagement social et culturel. La Révolution française nous a montré à quel point il est important de s'exprimer, de revendiquer ses droits et d'agir pour le changement. Nous aussi, chaque jour, nous continuons à faire entendre notre voix, à cautionner, à questionner et à transformer. Voilà ce que nous avions à partager aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention. Merci d'être venu dans cette salle obscure alors qu'il y a un très beau soleil dehors pour nous écouter. On va vous proposer une présentation bilingue ce soir, en français et en turc, de l'Université Paris 8. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel güneşli günde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sunumumuzu 2 dilde yapacağız, Fransızca ve Türkçe. Donc peut-être juste une rapide présentation de qui nous sommes. Moi je suis Martial Poisson, je suis responsable, je suis professeur dans cette Université de Paris 8, responsable d'une formation en gestion des institutions culturelles dont on vous parlera à la fin, et également d'une équipe de recherche qui travaille sur les questions de lien entre l'art et la société. Benim ismim Marcel, Paris 8 Üniversitesi'nde çalışıyorum. Kültürel kurumlar bölümünde. Daha sonra sanatla ilgili bölümlerden bahsettiğimizde bu alanda da değineceğim size. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Charlène Drey et moi j'enseigne les dispositifs numériques, la scénographie et le cirque à l'Université Paris 8 et je suis co-responsable de la licence théâtre. Ben de Paris 8 Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde hocayım. Bugün sizlerle olacağız. On va d'abord vous présenter un petit film qui montre un petit peu la vie sur notre campus. Et puis ensuite, on vous présentera l'histoire, les spécificités et les possibilités pour vous de formation dans notre Université de Paris 8. Sizlere birazdan kısa bir tanıtım filmi göstereceğiz. Burada Paris 8 Üniversitesi şehrimiz bunlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une table ronde dans laquelle on va parler de l'impact de la Révolution française et de la philosophie des Lumières sur les révolutions, sur les réformes républicains en Turquie pour la modernisation de la Turquie. C'est le département du Tour d'abord que je vais quand même présenter. Donc nous sommes, d'ailleurs notre département du Tour, c'est comme ça, hein, on n'est pas plus nombreux, on n'est que 4. Et on vient de recruter Ebru Eren dans notre département. Nous sommes vraiment très très heureux de l'accueillir dans notre département. Donc on était avant 3. Et Can Denizci, il est maître de conférence aussi, et Ebru Eren, et Özge Sönmez, elle est maître de conférence dans notre département. Moi, je suis la directrice du département, voilà, je suis la plus jeune. Donc, voilà, et je suis professeure des universités, et donc je suis vraiment fière de notre équipe. Alors, je suis fière aussi de nos étudiants qui sont là, qui sont vraiment très nombreux, malgré le boycott qui dure depuis longtemps. Voilà. Donc, on les soutient aussi, bien sûr, il faut le dire, et ils nous soutiennent aussi, c'est réciproque. Alors, donc, voilà, en parlant de ça, nous sommes en train de passer une période vraiment très, très charnière, hein, dans laquelle l'état de droit, la laïcité, hein, sont vraiment
cœur de préoccupation du peuple turc. C'est pourquoi il faut le dire, hein, parce qu'on va parler des révolutions, des réformes kémalistes et républicaines, il faut quand même le dire aussi que, parce que ça c'est important, c'est une période, peut-être que vous avez aussi témoigné depuis quelques jours, vous êtes là, Paris vite. Donc, pourquoi il y a tant de manifestations? Parce que pour garder aussi l'état de droit et la laïcité et la démocratie, qui sont les piliers des libertés individuelles et de la démocratie. Il faut les préserver. Donc, c'est pourquoi cette rencontre-là va nous permettre aussi de parler comment ces principes de laïcité et de démocratie, de liberté, d'égalité, tout ça, ils ont eu des répercussions inspirées par la Révolution française, bien sûr, et dans la société moderne de Turquie. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre engagement, et donc je vais laisser la parole maintenant à Can Denizli qui va nous parler de la philosophie des Lumières, de l'impact de la philosophie des Lumières sur les réformes républicaines et kémalistes. Merci. Une partie de la société turque, attachée au principe kémaliste, perçoit ces changements comme une menace pour les acquis de la République. La polarisation entre les partisans d'une Turquie laïque et ceux d'un État plus ouvertement religieux est particulièrement visible lors des élections et des manifestations. En 2013, peut-être vous étiez là, je ne sais pas, mais ça fait 12 ans déjà. Moi j'étais là, hein. J'ai résisté avec les étudiants dans le collège. Donc, les événements de parchésie ont révélé cette fracture. Ce mouvement de contestation qui a débuté contre un projet urbain s'est rapidement transformé en une révolte contre l'autoritarisme du gouvernement et la montée du conservatisme religieux. D'ailleurs, ces événements ont été en partie déclenchés par la qualification d'Atatürk comme Ivan par Erdogan. C'était vraiment la dernière goutte qui a débordé le verre. Donc la jeunesse urbaine, éduquée et sécularisée, a exprimé son attachement aux valeurs de liberté et de laïcité, soulignant que ces idéaux demeuraient vivants malgré les transformations politiques. Les femmes en particulier ont joué un grand rôle central dans cette lutte, un engagement qui a provoqué des réactions violentes de la part du gouvernement, alors que, c'est pourquoi Erdogan, il les a qualifiées, les femmes, des salopes, comme des salopes. Alors, mais ainsi, voilà, je vais quand même pas abuser. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Pour conclure, cette évolution pose une question fondamentale. Est-ce que la laïcité en Turquie peut-elle se maintenir comme un principe structurant de la République, ou va-t-elle progressivement se transformer en un modèle hybride où religion et politique s'entrelacent davantage? Nous, on est la délégation qui vient de France. On sait que cette conférence, elle a un écho particulier dans le contexte en ce moment, et voilà, votre liberté de parole est extrêmement forte. Vous dire qu'on a conscience qu'une conférence pareille, c'est pas anodin dans la période, que les mots que vous avez utilisés, les exemples que vous avez utilisés, tout ce que vous avez rappelé, c'est extrêmement précieux, et que en ce moment même, eh bien, il y a des mobilisations de soutien en France. Donc voilà, vous dire que tout ce sur quoi vous avez alerté aussi dans vos conférences, on en a conscience et qu'on vous soutient et qu'on admire aussi votre courage, notamment ce soir. Voilà. Merci. Merci. J'espère que ce soutien, ça va continuer, surtout dans l'Union européenne, parce que les manifestations qui sont en train de passer pour l'instant en Turquie, et je pense qu'ils ont eu quand même des échos, pas seulement en Europe, mais
même aux États-Unis. Donc Trump aussi, il a fait des réactions. C'est quand même déjà pas mal. Mais bon, nous avons besoin quand même de votre soutien, hein, parce que l'Union européenne, il faut qu'il se comporte aussi d'une manière très honnête, pas hypocrite. Merci. Bon ben, à moi de vous remercier aussi. Merci beaucoup. En tout cas, moi qui ne suis pas du monde académique, je suis toujours fascinée par votre joie et le goût de partager, le temps de savoir. Je trouve ça vraiment très important. Et en tout cas, merci beaucoup. On a beaucoup de chance à Izmir d'avoir un département de FLE aussi dynamique. Donc je voudrais vous remercier encore et vous inviter éventuellement dans la présentation que vous avez faite sur la peinture. Donc les étudiants de Paris 8, je ne sais pas si vous aurez le temps, mais pour les autres, il y a en face une exposition qui vient d'ouvrir sur l'évolution de la peinture turque, de la tradition jusqu'à la modernité, et c'est très instructif, en tout cas pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et par ailleurs, je vous invite à un petit apéritif pour terminer ce moment. On avait prévu d'organiser une grande soirée flamingo qui seront chaque mois notre soirée pour les jeunes et les étudiants. Mais avec le contexte, on a décidé de ne pas le faire, mais on peut le réserver. On veut que aussi, la deuxième raison, c'est que la pelouse pousse avant l'arrivée du printemps. Donc on n'a pas beaucoup de place, mais on a un super DJ, un de nos professeurs qui veut devenir DJ francophone. Et du coup, on va l'encourager à tester pour cette première soirée avec lui en petit groupe. Donc n'hésitez pas à venir boire un coup pour terminer ce moment et continuer les discussions dans le jardin. Je voudrais quand même te remercier aussi, chère Juliette, parce que tu nous as donné cette occasion de parler. Comme je dis que bien sûr, on parle aussi en turc, mais quand on est à l'Institut, on n'est plus à l'aise de nous exprimer. Et donc, c'est pourquoi c'est important. Merci de votre soutien aussi. Merci. Donc, mais ça va continuer ces collaborations entre l'Institut français et notre département, qui est maintenant, nous avons une bonne équipe, donc n'est-ce pas? Voilà, on va continuer. Merci. Voilà, merci à vous tous d'être venus.